Nous sommes le 31 octobre. Aujourd'hui, c'est Halloween. Et avant de commencer, pourquoi ne pas faire un petit peu d'histoire, comme si on était là pour ça? Son origine est irlandaise et serait fêtée au début de l'automne pour célébrer le Nouvel An celte. En effet, il y a plus de 2500 ans, l'année s'achevait avec la fin de l'été et le mois de novembre en était très représentatif. On y célébrait le dieu de la mort, Samhain. Elle était fêtée un soir de pleine lune. La date n'était donc jamais fixe. La fête de Samhain durait 7 jours, 3 jours avant la pleine lune et 3 jours après. Ce n'est que bien plus tard que l'on fixe la date, le soir du 31 octobre. En effet, en octobre, les nuits se rallongent et selon la légende, cette nuit de pleine lune, les fantômes perdaient leur don d'invisibilité et donc en profitaient pour rendre visite aux vivants. Pour éviter que les fantômes ne viennent les hanter, les Celtes avaient pour rituel de se déguiser pour leur faire peur. Ce sont les immigrés irlandais qui, avec leur bagage, ont apporté leur tradition d'Halloween aux États-Unis. Jack-o'-lantern, la lanterne emblématique d'Halloween, est elle-même issue d'une légende irlandaise. Ce serait un ivrogne qui aurait joué des tours au diable. La veille de sa mort, le 31 octobre, il aurait été chassé du paradis, condamné à errer éternellement entre l'enfer et le paradis, en s'éclairant simplement d'une bougie mise dans un navet sculpté. Aux États-Unis, le navet a progressivement été remplacé par la citrouille qui pousse en octobre et qui est bien plus facile à sculpter. Son nom actuel est quant à lui d'origine chrétienne. Il est une altération de la phrase All Hallows Eve qui pourrait se traduire par la veille de tous les saints. J'avoue que j'adore cette période et j'adore Halloween et c'est donc tout naturellement que j'ai choisi cette période pour revenir faire des vidéos. Et donc c'est pour ça, me revoilà. Pour rester dans le thème d'Halloween, j'ai choisi de nous replonger dans une période un petit peu trouble de l'histoire de France en 1944 pendant l'occupation. En effet, le 31 octobre 1944 voit l'arrestation d'un des plus grands tueurs en série de l'époque, c'est-à-dire Marcel Petiot. Son procès est le premier à être médiatisé en France. Marcel Petiot naît à Auxerre le 17 janvier 1897. Très jeune, il manifeste une très grande intelligence, mais également de gros troubles psychologiques comme une grande violence. Sa mère meurt alors qu'il n'a que 12 ans. Il suit alors son père à Joigny. À cette époque, il est renvoyé de plusieurs écoles pour indiscipline. À 17 ans, il est arrêté pour avoir volé des cartes postales. Il n'est pourtant pas condamné, ayant été déclaré inapte à être jugé par un psychiatre. Abandonnant ses études de médecine, il s'enrôle dans l'armée le 11 janvier 1916. Blessé à 2 reprises, il est finalement renvoyé chez lui pour cause psychiatrique. Il est déclaré déséquilibré mental, dépressif, paranoïaque et sujet à des phobies. Les anciens combattants bénéficiant d'un accès facile aux études, il obtient en 3 ans son diplôme de médecine à la faculté de Paris, avec une mention très bien. En 1922, il ouvre son premier cabinet à Villeneuve-sur-Yvonne, où il devient très rapidement très populaire, ne faisant pas payer ses consultations pour les plus pauvres. Il est élu maire en juillet 1926 et épouse l'année suivante Georgette Valentine Lablais. En 1933, il s'installe à Paris avec sa femme. Il ouvre alors un cabinet médical qu'il gère comme un charlatan. Il dit pouvoir soigner tous les maux. Il se prétend aussi spécialiste en désintoxication, ce qui lui permet de délivrer des ordonnances de morphine à des toxicomanes sans se faire pincer pour trafic de stupéfiants. En 1941, il achète un hôtel particulier où il fait de nombreux travaux. Il y crée son cabinet, mais ne vivra jamais dedans. En 1942, il propose un passage clandestin en Argentine à des personnes craignant d'être poursuivies par la Gestapo. Sous le nom du docteur Eugène, il recrute 2 rabatteurs. Et c'est maintenant que débute notre histoire. L'affaire se déroule à la toute fin de l'occupation de la France par les nazis en 1944, dans le 16e arrondissement de Paris. Cela fait 3 ans que la France est occupée.
Le contexte est très particulier. En effet, la date de notre affaire se trouve juste après la toute première défaite des nazis face aux soviétiques. Les Français retrouvent alors un brin d'espoir et partout en France, on voit apparaître des groupes de résistants de dernière heure. Les policiers, qui avaient juré fidélité au maréchal Pétain et à la France de Vichy, sont de moins en moins regardants vis-à-vis des résistants. Il faut garder ça en tête, car cette information aura une importance capitale dans la suite de notre histoire. Notre histoire débute donc le 11 mars 1944 par un coup de fil d'une femme à la police. Une fumée noire très odorante sort de la cheminée d'un voisin et cela devient assez gênant. Ce voisin est le docteur Marcel Petiot. La police et les pompiers arrivent très vite sur place. Et, craignant un incendie important, ils décident de ne pas attendre le propriétaire et de rentrer à l'intérieur. Ils s'introduisent donc dans l'hôtel particulier en passant par la fenêtre et se mettent à chercher le départ de feu. Mais c'est au sous-sol qu'ils vont trouver l'origine du problème. À la cave, les pompiers découvrent l'horreur. Un amoncellement de corps en décomposition est entreposé, partiellement dépecés et démembrés. Ce sont eux qui brûlent. L'odeur est presque insoutenable et la scène inimaginable. Pire encore, les pompiers découvrent un peu plus loin, dans une autre remise, une grande fosse. Dedans, d'autres cadavres, ceux-ci rongés par la chaux. Le spectacle est terrifiant. Après quelque temps, un homme arrive sur place. Il décline son identité. Il serait le frère du propriétaire des lieux. Il décrit à la police le caractère de Marcel Petiot comme étant un homme prêt à tout pour son pays, un résistant acharné. Les corps seraient sans doute, d'après lui, ceux de nazis et collabos abattus pour la France. Les enquêteurs laissent repartir l'homme, mais ils comprennent beaucoup trop tard qu'en fait, cet homme n'était autre que le vrai Marcel Petiot. Deux thèses s'affrontent alors. Est-il un résistant ou bien un collaborationniste ? Les morceaux de corps sont envoyés à l'Institut médico-légal. C'est au docteur Paul que revient la mission de les faire parler. C'est le médecin légiste qui s'est occupé quelques années plus tôt de l'affaire Landru et des 11 corps des femmes qu'il avait tuées pour leur argent. Mais avec l'affaire Petiot, ce n'est pas aussi simple. Patiemment et avec une grande difficulté, il reconstitue 27 corps. On ne pourra malheureusement rien en faire pour faire avancer l'enquête, tant les morceaux sont en mauvais état. Il dira lui-même « Ce n'est plus de la médecine légale, c'est un vrai puzzle ». Le docteur Paul fait alors le lien avec une autre affaire, celle des corps jetés dans la Seine. En effet, il a eu à autopsier, il y a quelque temps, des morceaux de plusieurs corps qu'on avait jetés dans le fleuve ces derniers mois. Tous les corps avaient un point commun. Ils comportaient une blessure sur la cuisse, une blessure qui lui rappelait une pratique assez commune de son métier. Le meurtrier serait donc sûrement un médecin. Et ces morceaux de corps, une pratique identique dans les deux affaires. Dans ce cas, pourrait-on lier les deux affaires ? Dès lors, les journalistes se saisissent de l'affaire. Depuis son faux interrogatoire, Petiot reste pour l'heure introuvable. La police lance alors un avis de recherche dans toute la France. On retrouve tout d'abord Georgette Petiot, sa femme, qui s'est réfugiée à Auxerre chez son père avec son fils. Elle est interrogée. Elle dit ne pas être au courant des activités de son mari, qui est un homme qui travaille beaucoup. Le commissaire se rend vite compte qu'il ne tirera rien de cette femme. Maurice Petiot, le frère de Marcel, est le second à être interrogé sur l'affaire en cours. Il affirme lui aussi n'être au courant de rien et affirme ne jamais avoir vu les cadavres chez son frère. Pourtant, les enquêteurs ne le croient pas. En effet, on trouve la preuve que c'est le frère de Marcel qui fait livrer les 400 kilos de chaux vives au cabinet du docteur. Maurice se défendra en disant qu'il pensait que c'était pour tuer les rats. Mais personne ne le croit. Une autre chose l'incrimine. Des voisins affirment l'avoir vu donner un nombre important de valises à un transporteur. On apprend un peu plus tard que ces valises sont entreposées chez des amis, les Neuhausen. En effet, on va retrouver chez eux pas moins de 49 valises. Elles contiennent plus de 1600 pièces de tissu, comme des vêtements, des draps et autres objets du quotidien.
Maurice finira par avouer que ces valises appartiennent en fait à des juifs que son frère aidait à faire passer à l'étranger, pour les sauver. Elles devraient être récupérées par leur propriétaire. Pourtant, ces valises sont complètement dépouillées de tout objet de valeur. Des questions se posent alors. Marcel Petiot était-il l'un de ces passeurs qui sauvaient la vie de ces pauvres gens et donc un héros? Ou bien profitait-il de la détresse de ces pauvres gens pour les dépouiller puis les tuer? Une question vient mettre le doute dans l'esprit des enquêteurs. En 1943, Marcel Petiot prend le nom de docteur Eugène. Ce docteur Eugène est connu dans Paris pour aider les Juifs à disparaître. La police de sûreté allemande tend donc un piège au docteur en libérant l'un de ses prisonniers et le mettant en contact avec le docteur Eugène. Ils se rencontrent très vite, mais arrivent à s'échapper. C'est le rabatteur de M. Petiot, un coiffeur du quartier, qui dénoncera Marcel Petiot. La Gestapo arrête Petiot le soir même et lui fait subir un interrogatoire très violent. Il subira 7 mois d'incarcération et de torture. À cette époque, Marcel Petiot affirme aux autorités allemandes qu'il n'est qu'un petit maillon de la chaîne, qu'il n'est au courant de rien. Il n'a pour but que d'emmener les Juifs jusqu'à une bouche de métro. Il est donc au service d'une entité bien plus grande et que lui-même ne sait rien du tout. Faute de preuves, Petiot sera libéré. Face à ces révélations, le commissaire Massu se retrouve complètement perdu. Il est sûr de la culpabilité de Marcel Petiot, mais les preuves jouent en la faveur de l'accusé. Et voilà 5 mois qu'il est introuvable. À ce moment de notre histoire, nous sommes à quelque temps de la libération. Les FFI, Forces françaises de l'intérieur, dirigées par un communiste, commencent à prendre de l'importance. Ils appellent les Parisiens à se mobiliser contre les Allemands et construire des barricades dans les rues de Paris. Cette époque est une époque très confuse et on voit rentrer dans la résistance toutes sortes de personnes, autant des collabos retournant leur veste que des investis de dernière minute. Les FFI n'ont pas les moyens de faire des enquêtes et n'ont pas de raison de mettre en doute la bonne foi des personnes se proposant de travailler avec eux pour la France. Et le 25 août 1944, avec l'aide des forces militaires françaises, Paris est libéré. Le commissaire Massu est alors dessaisi de l'affaire et emprisonné, accusé d'avoir pactisé avec les nazis. C'est le commissaire Soutif qui prendra le relais de l'affaire Petiot. Il veut à tout prix arrêter Marcel. Pour ceci, il va lui tendre un piège. Il va faire écrire un article par un journaliste disant que Petiot est un collabo, le but étant de le faire sortir de l'ombre. Et cela va marcher. Petiot va envoyer une lettre au journal avec un droit de réponse. Dans cette lettre, Petiot va dénoncer le journaliste. Il veut prouver qu'il est un bon résistant. Il va jusqu'à donner des indices sur son emplacement et on finira par trouver sa trace grâce à son écriture. Il est activiste dans un centre FFI de la région parisienne. Quand les policiers l'arrêtent, il est méconnaissable. On retrouve sur lui plusieurs faux papiers. Nous sommes le 31 octobre 1944. Durant son interrogatoire, Petiot explique à la police que durant sa cavale, il a aidé la France. Il aurait même participé à la libération de Paris. Et il en a la preuve. On l'a effectivement bien vu sur les barricades. À cet instant, il se fait passer pour un résistant exemplaire. Personne ne le croit. Et 2 mois après la libération de Paris, Petiot se fait incarcérer à la prison de la Santé. En prison, il écrira un livre qu'il fera publier juste avant le début de son procès. C'est le juge Goletti qui reprend alors l'affaire. Il est persuadé de la culpabilité de Petiot et pour prouver cela, il va se concentrer sur les valises qu'on a retrouvées chez les Nausen. Il est sûr que ces valises sont celles des victimes. Il décide donc d'exposer au public
les 40 valises et vêtements qu'elles contiennent. Cela va très bien marcher. Une femme reconnaît les affaires de son mari qui a disparu depuis janvier 1942. Il raconte qu'il avait eu rendez-vous avec le docteur et qu'il avait pris une grosse somme d'argent avec lui. Sa femme devait le rejoindre en Argentine quelque temps plus tard. Mais elle n'a jamais revu son mari. Plusieurs personnes passent par ici et identifient les affaires. On comprend dès lors que les victimes sont des juifs ayant fait confiance à la mauvaise personne. Et pas seulement. Des petits truands et des prostituées et proxénètes sont aussi devenus ces victimes. Mais surtout, la preuve la plus accablante. On retrouve dans les valises des affaires d'un enfant. Comment un enfant aurait-il pu être collabo ? C'est toute la défense de Petiot qui tombe à l'eau. Il est un criminel qui agit pour l'argent. Le 18 mars 1946, le procès de Marcel Petiot commence. Mais son comportement durant le procès en choque beaucoup. Il signera des autographes et fanfaronnera beaucoup. Il revendique durant ce procès une 60aine de meurtres d'Allemands et de collabos. Étrange manière de se défendre. Il s'endormira même alors que les familles des victimes se succèdent à la barre. Le docteur Satan sera condamné à la peine de mort par guillotine. C'est la première exécution depuis la fin de la guerre. Mais alors, comment le docteur tuait-il ses victimes ? Derrière son cabinet médical, il y avait une petite pièce triangulaire sans aucune fenêtre. On y entrait par une double porte. C'est ici qu'il attachait ses victimes après leur avoir administré un soi-disant vaccin qui en fait était un poison mortel. Il retournait ensuite dans son cabinet et les regardait agoniser par un œilleton qu'il avait placé entre la pièce et le cabinet médical. Une fois décédé, il transportait ses victimes dans la fosse, située dans la pièce juste à côté. Et voilà, c'est la fin de notre histoire. N'hésitez pas à me suivre en vous abonnant, à me lâcher un petit pouce vers le haut si la vidéo vous a plu, ou alors à me laisser un petit commentaire. Sur ce, je vous souhaite à tous un très joyeux Halloween et je vous dis à bientôt.